Quand je voyais à Londres, je vais te donner des exemples qui parlent. J'ai postulé pour un appartement au moment de mes études et puis on me dit « Non, monsieur Herman, ici, il faut envoyer, il y a tout sur Internet. Vous créez un login, vous mettez votre dossier sur Internet, ce sera traité. » Je suis arrivé à la régie à Genève, on est encore au papier. Donc je me dis « Il y a quand même un problème ici, le temps de traiter le papier, le scanner, le transmettre au gérant, l'analyser. » Il y avait une perte de temps, une redondance. Puis surtout, ça créait beaucoup de passages à la régie qui prenait du temps à la réceptionniste, qui prenait du temps au gérant. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Zimmerman. Salut Yann. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. Tu es co-CEO de la Régie Zimmerman, bien connue à Genève surtout, Exactement. Principalement. Tu es nouveau dans l'activité de régie immobilière. Enfin, nouveau, ça fait quelques années maintenant. Oui, 6e année. Voilà, bon, 6e année, mais quand tu es arrivé, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est comment c'est de reprendre une régie immobilière comme ça, de reprendre les rênes de cette taille, de cette importance, de cette réputation. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans le domaine des régies immobilières de manière générale? Il y a forcément des trucs qu'on peut faire mieux. Alors disons que c'est un long processus qui se suit avec des formations, la compréhension du marché aussi, parce que je venais pas de l'immobilier particulièrement de base. Ma famille est dedans depuis toujours. Mon père a fondé cette régie en 1990, donc ça va faire la 36e année qu'on existe. J'ai fait mes études à Londres et je suis arrivé, j'ai fait de la finance et puis du management, donc pour l'idée de reprendre un jour la régie. Et donc, quand tu arrives là-dedans, il faut passer par tous les services, forcément. On ne peut pas diriger une entreprise sans connaître tous les tenants et les aboutissants et ce que chacun fait. Donc, tu commences par de l'assistanat comptable, tu vas dans de l'assistanat PPE, tu passes en parallèle le IMOBASE, le plus vite possible. L'idée, c'était de faire le IMOBASE raccourci sur 3 mois et pas 9. Ensuite, une fois que c'est fini, on fait le IMOBAI 1. Puis ensuite, on enchaîne jusqu'au brevet fédéral de gérant d'immeuble et en passant de service en service. Donc, cet apprentissage m'a permis d'aller un peu partout. Voir un peu ce qui pêchait, voir un peu ce qui était différent, par exemple à Londres, dans une ville où j'ai vécu pendant plusieurs années quand même, qui est bien plus dynamique que Genève, qui a une vision bien plus rapide, tout va plus vite à Londres qu'en Suisse. Et donc du coup, je voulais implémenter quelque chose qui soit à mon image un petit peu. Je suis quelqu'un, si on me connaît, qui est hyper actif, qui arrête jamais de bouger, qui a toujours plein d'idées, donc il faut les canaliser aussi. Et donc quand tu arrives là-dedans, tu dois apprendre à connaître les gens qui bossent pour toi. Le côté humain est très très important. Donc, à l'époque où je suis arrivé, on a eu un changement de direction. Donc, notre directeur administratif qui était là pendant 25 ans est parti, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de turnover dans notre régie. Donc, ça, c'était la 2e année où je suis arrivé. Donc, je te dirais 25% de turnover dans toute la régie, une grosse perte d'état locatif en gestion. Donc, tout de suite, il y a une inquiétude chez les collaborateurs. Mon père n'était plus là, enfin, il est toujours vivant, pas plus là de cette façon-là, mais n'était plus dans l'opérationnel déjà à ce moment-là. Et donc, les gens voient Zimmerman, Régie Zimmerman, donc nos collaborateurs venaient me voir et me disaient est-ce que je dois chercher ailleurs? Et donc, tu as tout de suite cette inquiétude. Et le premier jour où je suis arrivé à la régie, pour moi, ce qui était important, c'était vraiment l'honneur de ma vie, d'avoir cette responsabilité, parce que tous ces employés ont une famille, ils vivent avec les salaires que tu leur donnes, et donc c'est une responsabilité énorme. Donc, je les ai rassurés. J'ai dû faire mes preuves. J'ai passé beaucoup d'heures à essayer de restructurer, à aller chercher des nouveaux mandats. Ce que j'ai réussi à faire et ce qui m'a aussi donné une légitimité, une crédibilité. Parce qu'au moment où on a perdu beaucoup d'immeubles, on avait, des records de combien d'états locatifs avaient été amenés à l'interne. Et puis, j'ai fait sauter ces records, ce qui nous a permis de garder tout notre personnel et d'éventuellement continuer à grandir. Et donc, c'est pas évident tous les jours. Mais aujourd'hui, on est dans une très bonne phase. Disons que quand je suis arrivé, on était une 70, on est maintenant 100. 104 pour être exact. Ouais, dans la régie. Dans la régie. Donc on fait beaucoup dans une régie. C'est beaucoup dans une régie. Et surtout, on ne fait pas que la partie gérance, courtage, enfin tout le classique des régies. On fait aussi home office. Donc c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la déclaration d'impôt de nos clients, les bilans des sociétés. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans l'intégralité du processus immobilier et puis un peu plus personnel aussi. Ok. C'est un family office. C'est comme un family office, exactement. Donc, je te dirais, il y a peut-être 80 sociétés où on gère les bilans et puis tout ce qui en suit, même les déclarations privées de nos clients. Donc, on fait vraiment de tout. Excellent. Quand tu étais à Londres, tu t'es intéressé au marché de la gérance là-bas, de la régie ou pas? Alors, j'ai regardé énormément. Je t'avoue que je suis quelqu'un de très curieux par nature. Si on me dit c'est comme ça, et on fait ça depuis 20 ans, ok. Si on fait ça depuis 20 ans, il y a un problème. Donc, quand je voyais à Londres, je vais te donner des exemples qui parlent. J'ai postulé pour un appartement au moment de mes études et puis on me dit « Non, monsieur Herman, ici, il faut envoyer, il y a tout sur Internet. Vous créez un login, vous mettez votre dossier sur Internet, ce sera traité. » Je suis arrivé à la régie à Genève. Je me dis
on est encore au papier. Donc je me dis, il y a quand même un problème ici, le temps de traiter le papier, le scanner, le transmettre au gérant, l'analyser. Il y avait une perte de temps, une redondance. Puis surtout, ça créait beaucoup de passages à la régie, qui prenaient du temps à la réceptionniste, qui prenaient du temps au gérant. Et en fait, tout ça, tu vois, c'est typiquement les choses que j'ai vues à Londres qui se faisaient, mais déjà en 2015, 16, 17. Et puis que nous, à Genève, ou en Suisse, parce qu'on n'est pas que à Genève, hein, on est aussi à Lausanne, à Sion et à Fribourg. Et c'était un des premiers trucs que je voulais changer, c'était vraiment de créer notre espace locataire, propriétaire et entrepreneur, histoire de vraiment gagner du temps pour tout le monde et rendre le processus d'inscription plus facile. C'est-à-dire que si tu viens pour postuler pour un appartement, ton dossier est déjà sur notre plateforme. Donc, de facto, quand tu as visité un autre logement, si tu n'as pas eu le premier, ben, ton dossier est déjà dessus et tu as juste à appuyer sur un bouton pour repostuler pour l'autre appartement. Donc ça, je veux dire, c'est le confort de tes clients. Je veux dire, le but, c'est quand même, on est une entreprise de service et mon but, c'est vraiment de donner la meilleure qualité de service à nos clients, locataires et propriétaires. Quand tu visitais des appartements à Londres, pour postuler pour un appartement, hein, je dis pas en tant que gérant, tu avais la possibilité d'aller quand tu voulais, comme tu voulais, avec ton téléphone, tu scannes un QR code, j'en sais rien, tu rentres dans l'appart ou pas? Parce que c'est un truc qui n'existe pas ici, hein, honnêtement. Et j'avais échangé avec un pro qui a fait pas mal d'immobilier à Dubaï. Il disait, à Dubaï, tu vois jamais personne, en fait. Tu veux aller voir un appartement, bah, tu vas visiter ton appartement. Et ça me paraît hyper dur à implémenter ici. Ouais. Mais c'est le processus, c'est tellement mauvais. Je trouve que le processus est vraiment mauvais. Alors après, moi, tu vois, typiquement, ça, j'assimilerais ça presque comme du prêt-clé. Et aujourd'hui, dans un marché où j'ai vraiment envie de donner du service. Donc, c'est-à-dire que même si l'option se crée, je ne le mettrai pas en place. J'ai arrêté le prêt-clé qu'on faisait à l'époque. J'aime bien connaître les gens qui occupent les logements de nos clients propriétaires aussi, les rencontrer. Alors, pas moi personnellement, mais j'ai des courtières en location qui font ça. Mais j'aime vraiment ce côté humain et je trouve que on est vraiment tellement connectés, mais qui devient de plus en plus impersonnel. Et donner cette qualité vraiment d'accompagnement, de suivi, ben, tu vois, pour te dire, j'ai recruté quelqu'un qui est à la réception et qui fait que ça. C'est-à-dire qu'elle est à la réception, quelqu'un cherche un appartement, tu viens dans le bocal, tu discutes avec elle, tes besoins, ce que tu cherches, machin, et puis on t'accompagne tout le long du processus. Et ça donne un côté plus personnel. Donc, je suis admiratif du fait que ça puisse marcher dans des villes comme Dubaï, comme Londres. À Londres, d'ailleurs, je n'ai pas vécu ça. On n'était pas encore là à l'époque. Okay. Mais il y avait effectivement la possibilité d'avoir du prêt-clé. Et je trouvais que justement, quand tu as quelqu'un qui est là pour t'expliquer les atouts de ci, de ça, c'est sympa quand même. Non, mais moi, je me dis... Tu vois, je prends l'exemple du dernier appart que j'avais pris en location. Hein, mais je prends l'appart. Et puis, en fait, il avait subi des rénovations. Il y avait un problème avec le lave-vaisselle. Mais ça m'a suivi pendant... 5 mois. L'entreprise doit venir voir la vaisselle, prendre des mesures, donc il faut laisser les clés, ou alors il faut être là. Puis, le propriétaire vient en même temps. Alors là, c'est propriétaire privé. Hein. Okay, c'est ouais. particulier. C'est encore moins bien organisé. Hein, bien d'accord. Mais ça fonctionne quand même un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à améliorer. Puis du coup, après, il repart, puis après, il revient, puis c'est pas la bonne couleur, en fait. Donc en fait, ça joue pas. Donc il doit repartir, puis après, il doit revenir. Puis en fait, soit tu es là tout le temps, soit tu es séqué tout le temps. Puis c'est une catastrophe, quoi. Ah, mais c'est une catastrophe. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour aller plus vite. Et tu vois, ce que je te disais par rapport à l'espace locataire, propriétaire qu'on a, aujourd'hui, tu vois, s'il y a un client locataire qui a un problème, comme tu me disais, avec son lave-linge ou son lave-vaisselle, peu importe, ben, à un moment, s'il a son problème à 2h du matin, ben, le lendemain, il doit penser à appeler la gérance. C'est au téléphone, il va tourner sur la centrale, puis ensuite, il aura la gérante qui va arrêter ce qu'elle fait. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a un chat instantané sur notre espace locataire, ce qui me permet de, savoir le délai de réponse de mes équipes, parce que c'est important. J'ai souvent entendu dans le passé des clients qui n'étaient pas contents. « Ah, mais vous prenez 2 semaines à nous envoyer. » Sauf que tu fais comment quand on envoie un mail à tes équipes? Je dis pas que non, on a des mauvais collaborateurs, mais ils sont très chargés, comme dans toutes les régies d'ailleurs. Et donc, cette manière-là, tu vois, d'avoir l'accès locataire, d'écrire ta demande tout de suite à 2h du matin, si tu veux, ou à 3h du matin, ou à peu importe l'heure de la journée, ben, tu sais que ça arrive à la régie, la gérante le reçoit première heure le matin, et donc ça peut être traité beaucoup plus vite. Et nous, à partir de là, c'est un bouton pour faire un bon qu'on valide, parce qu'on n'est pas encore sur le processus de l'IA, mais je pense que même l'IA pourrait envoyer automatiquement le bon à 2h du matin avec la demande du locataire. Et je pense qu'il y a des manières d'optimiser, on essaie de le faire, on n'est pas encore parfait, je te l'avoue. J'aimerais bien l'être, mais personne ne l'est. C'est quoi qu'il faut pour être parfait, ce stade? Pour ce stade-là, c'est quoi la différence qu'il y a eu je veux dire, sur les 20 dernières années, et puis là, en fait, ce que tu vois comme prochaines étapes, en fait, parce que je pense que tu peux voir à 5 ans, 10 ans, où est-ce que c'est en train d'aller. Je pense que les gens ont l'habitude d'avoir une réponse tout de suite. À l'époque, on faisait encore des courriers, on faisait beaucoup plus de courriers. Alors, dans les contrats de location, tu te doutes bien qu'il y a certaines formes et des formes légales qui doivent être respectées. Mais aujourd'hui, je pense que les clients locataires, les propriétaires attendent une réponse immédiate. On a WhatsApp, on a tout ça. Donc, les gens ont l'habitude d'avoir tout de suite. Et donc, aujourd'hui, cet espace locataire dont j'ai beaucoup parlé déjà permet d'avoir une vitesse déjà plus rapide que le simple mail. Aujourd'hui, on a un délai de réponse par rapport à ces messageries instantanées de 4 heures à l'interne.
c'est vraiment une volonté parce que le but, c'est, voilà, quelqu'un nous écrit, s'il essaie sur la plateforme et que ça fonctionne pas, il va repasser sur les mails. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on pousse nos clients locataires à fond pour aller là-dessus, mais nous, on se doit aussi de faire notre travail. Si les locataires prennent le temps de créer leur espace, d'aller dessus, d'envoyer un message, si tu réponds pas pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est un appel, c'est un mail. Et donc, tu vois, la personne a essayé une fois, ça n'a pas marché, il ne l'utilisera plus. Ouais, et donc, c'est vraiment sensibiliser les gens à utiliser ça parce que c'est pour le bien de tout le monde, in fine. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais plus parler à mes clients locataires au téléphone, mais ça me permet vraiment d'assurer la qualité du travail qu'on fournit, du service qu'on fournit. On est une entreprise de service, comme je le répète, et on doit fournir un service de qualité. Et 4 heures de délai de réponse, c'est 4 heures ouvrables? Oui. 4 heures ouvrables. C'est-à-dire que à partir de 8h ou 8h30, quand la personne a pointé, en fonction de son parc, tout est bien lié, à partir de là, 8h30, ça veut dire 4 heures à midi et demi, en moyenne, le ticket est répondu. Et tu vois quoi comme prochaine étape dans 5 ans, tu vois, ou dans 10 ans? Alors, la prochaine étape, je dirais que c'est très lié à l'IA, on va pas se mentir, parce que pour aller plus vite, moi, comment je le vois, c'est aujourd'hui, tu envoies un ticket à 2h du matin. On va reprendre le même exemple. À 2h du matin, tu dis, j'ai un dégât d'eau, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle. OK, pourquoi est-ce que le système informatique, il a déjà l'entreprise qui est renseignée sur l'immeuble en fonction soit des propriétaires. Chaque propriétaire a une entreprise particulière ou a des demandes particulières. C'est relié à l'entreprise et à 2h01 du matin, le ticket est reçu et le bon est envoyé à l'entreprise. Donc, tu arrives à un moment où tu peux aller encore plus vite. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait potentiellement déjà intervenir avant midi. Ou le lendemain directement. Alors qu'aujourd'hui, tu l'expliquais juste avant, le délai est très très long, il faut revenir prendre les mesures, il faut que la gérance fasse le nécessaire. Donc juste tous ces processus font qu'un problème qui est banal va prendre des semaines à être résolu. Ouais, et donc je pense que là aujourd'hui, ce qui nous permettrait d'aller plus vite, c'est d'automatiser. Et automatiser l'étape d'après, c'est l'IA. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Et je pense qu'il va falloir se mettre au pli. D'ailleurs, on développe beaucoup notre système pour nettoyer sa base de données parce qu'on a notre propre CRM. Et on a nettoyé la base de données pour qu'ensuite tu puisses plugger l'IA. Plus la donnée est clean, plus tu peux aller avoir une IA qui est performante en fait. Ça, c'est vos développeurs qui s'occupent de ça? Ouais, on a 6 développeurs à l'interne qui s'occupent de cette thématique tous les jours. Ouais. Donc tu vois, c'est un sujet qui me tient à cœur. Non, je comprends. C'est une spécialisation, l'IA après. Je sais pas si tous les développeurs peuvent faire ça, mais bon. C'est un vrai modèle à suivre. Pour la régie, le but, c'est quoi à terme? C'est quand même là, vous êtes passé de 70 à 100, c'était en 6 ans, du coup? Ouais, en 6 ans à peu près. Ouais. Et le but, c'est de continuer à grossir. C'est le but, maximum. Mais en fournissant un travail de qualité. Je vois des régies qui sont devenues trop grosses, on reprend certains mandats. Alors, je respecte tous mes confrères, j'ai beaucoup d'admiration pour chacun d'entre eux. On est confrères, il y a le mot frère dedans, de fratrie. Donc, c'est vrai qu'on voit, et j'ai souvent discuté avec nos confrères, que plus on grandit, plus c'est difficile de garder le contrôle aussi, de garder la qualité. Et donc, il faut grandir. Le but, c'est de grandir, mais pas à tous les prix. C'est-à-dire que je préfère choisir les clients qui viennent vers nous et en prendre des avec lesquels on partage les mêmes valeurs et grandir mutuellement, mais en choisissant vraiment bien sa clientèle. Donc, Et c'est quoi la différence fondamentale entre l'asset management et la régie? Alors, disons... pardon, excuse-moi. Non, mais c'est parce que des fois, j'ai l'impression que ça se marche un peu dessus. Et je sais pas ce que c'est la barrière, fondamentalement, tu vois. Disons que ça dépend. Si tu parles d'asset manager dans un fonds, typiquement, si tu parles d'asset manager dans un fonds, c'est les personnes qui vont surveiller le travail que la régie va faire. Ils vont vérifier tous les baux, toutes les informations. Une résiliation, tu l'envoies comme c'était le propriétaire final, in fine. Puis eux prennent la décision en fonction des guidelines du fonds, de leurs objectifs. Après, nous, je t'en avais parlé un petit peu quand on a discuté au téléphone il y a quelques semaines. On a créé un service d'asset management, mais et je vais t'expliquer pourquoi, qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a notre gérance. Et l'asset manager, je vais te donner un exemple, on prend un immeuble. Le but, c'est que je puisse rencontrer les clients locataires qui sont déjà dans l'immeuble. Pour quelle raison? Il y a des clients qui sont là depuis 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont des loyers qui sont bas. Mon but, c'est pas de les envoyer à des loyers hors du marché, pas du tout. Mais le but, c'est d'aller comprendre leurs besoins. Ils sont là depuis 15 ans, 20 ans. Ils savent qu'ils ont un loyer plus bas, donc ils n'osent même pas écrire aux régies. Donc, ils peuvent avoir des problèmes dans la cuisine, ils vont entreprendre les travaux eux-mêmes. Alors que tout simplement de prendre des rendez-vous avec eux, en fait, quand il y a un dialogue, tout se passe très bien. Donc, tu vas aller chez eux. Ah, monsieur Zimmerman, j'adorerais avoir une nouvelle cuisine. Et moi, je leur explique, voilà, moi, je suis que l'un des représentants de mon client propriétaire. Je ne peux pas m'engager à ce que mon client propriétaire accepte. Et c'est là où tu discutes, voilà, est-ce que pour vous, peut-être, s'il y a une contrepartie, c'est quelque chose qui est envisageable? Oui, non. Et puis, voilà, je connais mon client, je lui explique que voilà, moi, je suis juste l'intermédiaire et que mon but, c'est que tu te trouves dans une situation win-win. Et tu verras que dans le 80% des cas, on trouve des solutions où tout le monde est content. C'est-à-dire que j'ai des locataires qui viennent m'offrir des bouteilles de champagne, ils ont eu 200 francs d'augmentation de loyer, mais de l'autre côté, ils payent 800 francs à 5 pièces à Genève, le monter à 1000 francs plus charge, ça ne fait pas une énorme différence pour eux, mais ils ont une nouvelle cuisine et pas un loyer au prix du marché. Et donc à la fin, tu te retrouves avec un propriétaire
qui a augmenté son état locatif, qui a fait des travaux pour embellir son immeuble, pour l'améliorer, qui a mis des capex, et puis ton client locataire qui a un meilleur confort de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne connais pas de régie qui ont cette approche vraiment très hands-on, où tu vas sur l'immeuble, tu vas discuter avec les gens, et la discussion résout beaucoup de problèmes, et je trouve ça intéressant. Ouais, et d'autant plus intéressant à Genève, parce qu'il y a une guerre de fous à Genève. Ah, mais c'est entre de la folie. propriétaires locataires. Ou associations locataires, associations de propriétaires. C'est très juste, il y a une guerre. En fait, il y a vraiment cette vision que la régie, c'est des mauvaises personnes. On met souvent la régie et pas le propriétaire. Oui, parce que pour les locataires, la régie, c'est le propriétaire. Enfin, exactement, alors que c'est pas le cas. Ouais. Et donc, il y a cette guerre-là, et c'est ce que j'essaie de changer. Dire, voilà, on n'est pas parfait. Évidemment, on a des clients voilà, qui veulent pas faire de travaux des fois, mais je n'irai pas faire cette approche si je sais que mon client derrière propriétaire va pas vouloir entreprendre de travaux. Mais dans le cas où voilà, j'ai expliqué à mon client que c'est aussi important qu'il prenne soin de son immeuble, qu'il mette des capex, mais de l'autre côté, lui, il se retrouve dans ses coûts parce qu'une augmentation augmente la valeur de l'immeuble aussi, une augmentation de loyer. Donc, il y a vraiment cette approche où il faut concilier deux parties. J'adore être médiateur dans la vie. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire, et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça change vraiment l'image de la régie, et tous les clients locataires que j'ai vus ont souvent un très bon souvenir de moi. Parce que, voilà, in fine, on va se poser, parler 1 heure, discuter, mais de absolument tout, tu vois. Mais tu les as considérés, parce que je considère les gens, et je trouve que c'est important. Et on parlait d'humanité au début. Faut pas trop se distancer ça avec les tablettes, les ordinateurs. J'adore le contact comme on a comme ça, mais c'est important de se regarder et de se parler en face. Ouais, ça, tu peux pas trop l'automatiser. Hein. Ça, tu peux pas l'automatiser, non? Et en immobilier, de manière générale, il y a plein de trucs que tu pourras jamais automatiser. Hein, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord, et c'est là où il y a... Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on va être plus dans un travail de réflexion. Il faudra plus des gens qui réfléchissent et qui ont une plus-value analytique, par exemple. Et toutes ces petites tâches, on va dire, qui sont automatisables ou que l'IA peut remplacer, il y a forcément des collaborateurs qui seront dans le cadre de ces jobs-là qui sont remplaçables. Et c'est ce que je leur explique aujourd'hui. Formez-vous, faites en sorte de vraiment apprendre, d'aller plus loin, d'analyser, parce que ça vous permettra après de garantir une pérennité. C'est pas que par rapport à moi, c'est par rapport au monde. On vit dans un monde qui change. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Et à partir du moment où on a compris ça, on évolue. C'est très vrai. Il manquerait pas un peu de dialogue entre les politiciens gauche-droite à Genève? Écoute, sur la thématique du loyer? Parce que j'ai l'impression que ça se crie dessus sur les plateaux télé, mais ils se parlent un peu. Écoute, j'ai l'impression qu'ils se parlent, mais tu peux te parler, mais sans t'écouter. C'est un peu le problème. Ça, c'est possible. Donc, je pense que ça manque... voilà, il y a deux parties qui ont leur idée. Et puis, le dialogue est très difficile, j'ai l'impression. Et l'évolution n'est pas positive, à mon sens, aujourd'hui encore. Mais l'espoir fait vivre. Et j'ai l'espoir. Bon, magnifique. Tu es aussi dans une phase aujourd'hui de lancement de fonds, oui. de placement contractuel. Exactement. Comment ça se passe? Voilà. Explique un petit peu ce que c'est dans les grandes lignes, et puis comment ça se passe. Alors voilà, l'idée, raison pour laquelle j'ai ouvert ce fonds, enfin je suis en train d'ouvrir ce fonds, il n'est pas encore ouvert, on a une demande qui part à la FINMA. Donc aujourd'hui, comme je t'expliquais, le marché a beaucoup évolué ces dernières années. On a beaucoup de clients qui veulent s'associer avec nous, parce qu'on a aussi un certain nombre d'actifs. Et donc, quand on achète et qu'on leur vend pas, c'est pas pour prendre une commission, mais ils se doutent bien que si on achète avec eux, c'est que l'affaire est intéressante. Ça permet aussi de justifier, de dire voilà, regarde, je veux rentrer là-dedans, et nos clients nous suivent. Sauf qu'on a beaucoup de clients qui nous font confiance, et à un moment, il n'y a pas un nombre illimité d'immeubles. Donc, le nombre de bons dossiers sont limités, et donc ça veut dire que tu dois toujours léser un client ou l'autre qui n'aura pas un immeuble avec toi, ou avec qui tu vendras pas cet immeuble-là. Et donc, j'ai vraiment une grosse demande de mes clients d'ouvrir un fonds, et pour qu'on puisse finalement tous rentrer dedans, et puis acheter des actifs ensemble. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, pourquoi je voulais faire un fonds de placement contractuel agréé FINMA? Je trouve que ça donne une crédibilité, la FINMA. Ça permet aussi, c'est vraiment une légitimité. Et l'idée, au début, c'est Family and Friends. Et le but, ce sera de le faire grandir, évidemment, dans le futur. On parle d'une levée de fonds entre 70 et 80 millions, quand même. Et voilà, aujourd'hui, on a le deal flow qui arrive avec la régie. Parce que forcément, quand tu as une régie, il y a un deal flow qui arrive. Pas avec les clients nécessairement qui sont dedans, mais qui parle à gauche, à droite. On a quand même un nom qui est assez connu dans l'immobilier roman. Donc, on a des deals intéressants. Donc, le deal flow, c'est un premier point. On a la partie asset management que je t'expliquais à l'interne. Où on est capable de créer de la valeur sur des actifs très rapidement, grâce à ce dialogue aussi avec les locataires. Et avec les locataires. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir des honoraires réglementaires qui sont plus bas que ce qui se fait actuellement. Si on compare, pour avoir un ordre d'idée, un propriétaire privé, il va prendre une régie, il sera autour de 4%, on va dire, pour donner un chiffre. Et un fonds de placement contractuel, il a des organes. Il a une direction de fonds qui surveille le gestionnaire. Donc, c'est le gestionnaire qui le mandate, mais c'est le garde-fou. Tu as ton gestionnaire, ta banque dépositaire et l'audit. Bon, l'audit, banque dépositaire, c'est des petits postes. Mais grosso modo, aujourd'hui, sur un état locatif, toujours le même, il y aura entre 16 et 23%
d'honoraires administratifs. C'est-à-dire qu'ils font c'est énorme. C'est net ou brut? C'est sur le loyer net. Ok. Sur les loyers nets encaissés, donc hors charge. Ah ouais. Donc ça fait une grosse différence. Tu vois, tu passes de 4 à, disons, le cas le plus bas, 16. Je trouve qu'il y a effectivement, il y a tous ces organes de révision, il faut les payer. C'est des gens qui sont très diplômés. Ça donne aussi la crédibilité, mais ça sécurise les investisseurs parce que il y a des garde-fous dans tous les sens. Donc je trouve intéressant, et moi, mon but, c'était d'arriver à avoir des honoraires plus bas que ceux du marché, parce que je trouve aujourd'hui que ces honoraires sont assez élevés, mais sans jugement, évidemment, pour tous ces fonds qui font un super boulot. Ouais, bien sûr. C'est comment avec la FINMA? C'est pas insupportable, ça? Écoute, j'ai pas encore l'expérience totale avec ça. Je t'avoue que j'ai Global Funds avec Johnny Rodriguez qui m'onboard. Et donc voilà, c'est Johnny qui a beaucoup d'expérience là-dedans, qui m'a orienté et puis il fait la dépose pour moi. Et puis voilà, le but, c'est que je reprenne après le gestionnaire du fonds. Mais pendant les 2 premières années, ce sera lui le gestionnaire et moi, je serai la régie pilote en dessous. Voilà. Et dans la partie asset management, il y a combien de personnes? Parce que ça prend énormément de temps, ça. En ressources humaines pour faire ça. Ça prend énormément de temps. Alors, je te dirais j'ai une personne et moi. Donc, on est 2 à le faire. Okay. À l'époque, c'est moi qui le faisais. À l'époque, c'est que moi qui le faisais. Attends, moi, je l'ai fait pendant 3 ans quasiment. 3 ans, c'est moi personnellement qui allais voir nos clients locataires. Et puis, t'imagines, pour les gens, pour les clients locataires, tu as le directeur de la régie qui vient. Voilà, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, à la fin de la journée, j'ai formé un collaborateur. D'ailleurs, c'est une de mes plus grandes fiertés, ce gaillard. C'est ce côté humain. Tu vois, quelqu'un qui travaillait à l'époque, pour te dire, il y a 7 ans chez Domino's, et puis qui a fait toutes les étapes chez nous, qui avait faim, qui avait la dalle, qui restait tard le soir, qui voulait vraiment être formé. Et je l'ai pris sous mon aile. Et c'est une grande fierté. Et voilà, aujourd'hui, il a la tchatch, il sait comment parler et il est sincère. C'est quelqu'un qui est sincère et qui est une bonne personne. Et c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui sache parler et qui soit authentique, qui soit réel, qui soit sincère avec les gens. Parce que dans ce genre d'échange, c'est la sincérité qui prime. Si t'arrives et puis que t'es froid, que tu t'en fous de ce que la personne te raconte en face, à un moment, il y a une cassure. Tu dois respecter la personne en face de toi pour être respecté un jour. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Il en est où aujourd'hui le marché immobilier genevois? Mais j'ai l'impression que il y a pas, d'ailleurs, pour rebondir peut-être sur le fond, avant de passer sur le marché immobilier, mais il y a pas trop de concurrence de fonds. J'ai le sentiment qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. Alors côté ou non côté, mais ensuite je sais même pas à combien on en est en Suisse romande ou en Suisse. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est devenu à la mode. On va dire ça comme ça. C'est devenu à la mode. Je pourrais pas dire combien il y en a, mais c'est effectivement très compétitif. C'est très compétitif, mais je pourrais pas dire combien il y en a. Ok, d'accord. Et ce qui fait que l'idée du lancement du fonds, c'est aussi lié à l'instant T du marché immobilier maintenant ou pas? Ou l'état dans lequel le marché immobilier? Exactement. Où est-ce qu'on est situé maintenant à Genève? Alors disons que j'ai fait ça à l'époque, donc ça fait 2 ans que je travaille dessus. Donc c'était au moment où on était au creux de la vague. Okay. On était au creux de la vague, donc pour redonner un ordre d'idée de où était le marché, 2018, 19, 20, 21, le marché était à son apogée, toute la Suisse romande. On arrivait avec des taux d'intérêt qui étaient très bas. Plus le taux d'intérêt est bas, plus les rendements, tu peux vendre avec des rendements bas. Donc juste pour qu'on comprenne, plus le rendement d'un immeuble est vendu bas, plus l'immeuble vaut cher pour le même loyer. Et donc, à l'époque, donc dans ces années 2018, 2021, beaucoup de clients privés ont vendu. Et en 2022 arrive la guerre en Ukraine, l'incertitude sur les marchés, la hausse des coûts, les charges des locataires qui explosent, l'incertitude politique mondiale. Et donc, du coup, à ce moment-là, on a les taux d'intérêt qui explosent. C'est-à-dire qu'on passe de 0,5, 0,6 de taux d'intérêt à monter à 2,5, mais en l'espace de 8, 9, 10 mois. Donc, à ce moment-là, quand on vendait des immeubles à 3,2 de rendement, mais que tu as 2,5% d'intérêt, si tu ajoutes ton amortissement, tu n'as même pas couvert tes OPEX. Donc, tu es obligé, tu as un problème. Donc, forcément, les rendements des immeubles augmentent. Et plus le rendement augmente, plus la valeur de l'immeuble baisse. Donc, on est arrivé entre 2022 et mi-2025 à une baisse du marché assez importante. Et ce qui a fait qu'il y a des belles opportunités sur le marché. Et c'était à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir créer mon fonds en 2024, je dirais, fin 2024. Alors maintenant, effectivement, si je peux lever 100 millions, mais que je vois que le marché n'est pas porteur, mon but, c'est que mes clients achètent quelque chose de bien. Donc, je préfère lever 70 millions et les investir dans des immeubles qui sont intéressants plutôt que de lever 100 et d'acheter 30 millions d'immeubles trop chers. Bien sûr. Donc, c'est vraiment cette approche que je vais avoir qui n'est pas attirée par l'appât du gain, mais qui est vraiment sur la durée. J'ai 27 ans. La vie est encore longue. J'ai 40, 50 ans devant moi. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être respectueux et de faire les choses bien, quitte à faire grandir le fonds plus lentement, mais avec les valeurs auxquelles je crois. Et dès que je veux acheter quelque chose, c'est pas pour prendre ma commission dessus, c'est vraiment que je veux vendre quelque chose auquel je crois.
Et si j'y crois pas, j'arriverai pas à le vendre correctement. Et ça, c'est contre nature pour moi. On parlait de financement avant, Ouais. parce que c'est un peu plus compliqué maintenant, le financement, par rapport à BAL 3, pré-BAL 3, donc avant début 2025, ça fait 1 an maintenant. Est-ce que tu vois quand même que le prix des immeubles augmente drastiquement maintenant parce que les taux ont baissé, ou bien la marge de la banque fait que c'est un peu plus modéré par rapport à 2020-2021? Alors, disons qu'aujourd'hui, on va dire que beaucoup de clients qui achètent sont des fonds de placement. Donc, quand tu as des immeubles qui valent plus de 7 millions, 7 millions et demi, c'est généralement les fonds de placement qui achètent parce qu'ils achètent typiquement aujourd'hui à Genève autour de 3,5 de taux de cap, 3,4. Des immeubles qui ne sont pas forcément magnifiques énergétiquement, qui ont des IDC qui restent relativement hauts, qui ne sont même pas aux normes 2031. Et donc, ce qui fait que ces organismes-là n'ont pas de problème de financement puisqu'ils achètent en fonds propres la plupart du temps. Donc, de ce côté-là, pas très impactant. Ce qu'on voit plus, c'est plutôt pour les propriétaires privés parce que comme je te le disais tout à l'heure, tout ce qui est en dessous de 7 millions, on va dire, sur Genève, et on va rester sur Genève, c'est le marché que je connais le mieux. J'ai mon autre co-CEO qui lui s'occupe de tout ce qui est hors Genève et il a une très grande expertise là-dedans. Mais on voit aujourd'hui que ces immeubles qui sont du coup entre 1 et 7, ils peuvent s'acheter encore à 4,4, 4,5 de rendement, même 4,6. Et parce que les fonds, c'est trop petit pour eux en volume d'investissement et donc ils vont pas dedans. Et donc on voit que ces immeubles, effectivement, les banques financent, mais il faut plus de fonds propres qu'à l'époque. Et je te dirais que sur un deal, il te faut il te faut en tout cas 40% de fonds propres. Facilement 40% de fonds propres. Et je n'ai pas compté les frais de notaire. Ouais. Donc tu fais le calcul, ça devient de plus en plus compliqué, effectivement, pour les privés de se financer. Et ce qui pousse à mort que les fonds achètent beaucoup plus aujourd'hui. Parce que le privé qui achète un immeuble a besoin de plus de fonds propres. Et pas tout le monde a autant de fonds propres. C'est un peu dommage, ça. Je trouve un petit peu dommage. C'est aussi très risqué, je pense, que tous les immeubles ou une grande partie de l'immobilier partent chez les institutionnels qui, eux, cherchent de la rentabilité, qui achètent cher, ce qui va pousser forcément à une augmentation des loyers parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs. Et donc, je pense que pour la situation globale et la pérennité de la Suisse, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose qu'il y ait de moins en moins de propriétaires privés et plus en plus de fonds qui achètent parce qu'à un moment, s'il y a un problème avec les fonds, tu as 1 ou 2 gros fonds qui ont des immeubles surévalués. Je donne un exemple théorique, mais si tu as des immeubles qui sont surévalués à un moment que le marché, c'est pire que 2022 par exemple, et qu'on passe à 5% de taux d'intérêt, mais combien de fonds vont se casser la gueule? Et à ce moment-là, combien de personnes avaient de l'argent placé dedans? Ça fait un système qui pourrait être cataclysmique. Alors, je ne suis pas complotiste, pas du tout, mais je dis que c'est quelque chose qui pourrait se passer. J'espère ne pas le vivre de mon vivant, mais si j'ai une inquiétude, elle se situe là. Parce que pendant la période d'augmentation des taux d'intérêt, Oui. la valeur des fonds n'ont pas tellement été tirées vers le bas. T'es expert, non? Des immeubles. T'es expert immobilier. Quand j'ai vu des expertises, je ne vais pas donner de nom de nouveau, quand j'ai vu les rapports des fonds, parce que je suis quelqu'un de très curieux, comme j'expliquais, et que je vois qu'il y avait encore des immeubles en 2023 qui étaient estimés à 3,2, 3,1 de taux de cap, pas dans des centres urbains. Impossible à vendre à ce prix-là. Ah non, mais impossible, on était plutôt à 4,5. C'est-à-dire que les fonds me demandaient d'acheter à 4,5. Mais eux, ils estimaient leur immeuble qui n'était pas particulièrement sexy à 3,1 de taux de cap. Si tu lui mets un taux de cap à 4,5, même à 4,2, mais tu t'imagines la perte que tu as? Et c'est pour ça où je dis, les experts contrôlent beaucoup le marché aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils ont leur approche, tu es expert, tu sais exactement comme c'est. Mais je pense que dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, si les taux passent effectivement à 4 ou à 5, il y a de toute façon des mécanismes de protection dans les fonds. Tu sais, il y a les stress tests, donc il y a tout qui peut être anticipé. Mais je pense que c'est quand même une inquiétude que j'ai par rapport au valo que ces experts mettent sur les immeubles. Et comment on fait pour orienter le marché immobilier dans l'autre sens? Parce que là, il est parti de privé à fond, privé à fond, privé à fond. Rénovation énergétique oblige, c'est encore pire. Un privé, il n'est pas expérimenté, il n'est pas armé pour ça. C'est clair. Comment on fait le chemin inverse? Écoute, comment on réglerait ça? J'ai pas la solution. J'aimerais bien en avoir une, mais honnêtement... Parce que moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution parce qu'aujourd'hui, voilà, le problème, c'est que les fonds lèvent. T'as vu les fonds de placement aujourd'hui, comme ils lèvent des capitaux. Les fonds d'investissement, ils lèvent des capitaux à une force alors que le marché est tendu. Et c'est un peu comme le Bitcoin. Quand le Bitcoin est à 100 000 francs, tout le monde veut l'acheter du Bitcoin. Quand ton chauffeur de taxi te dit qu'il a acheté du Bitcoin, tu sais qu'il y a un problème. J'ai entendu cette phrase quelque part et je dis, elle est fabuleuse. Et c'est un peu pareil. Là, aujourd'hui, le prix de l'immobilier arrive en mode euphorie absolue et c'est là où tout le monde veut rentrer, en rentrant via des fonds de placement quand on n'est pas expérimenté pour l'acheter tout seul.
Et voilà, c'est le fear of missing out qu'on dit. Et il n'y a pas vraiment de solution contre ça. Je pense que c'est quelque chose qui va s'aggraver avec les années. Et pas vraiment de solution à ça. Est-ce que tu penses que... On est quand même d'accord que c'est des marchés complètement différents, ce marché duquel tu es en train de parler, et puis le marché des privés, du commun des mortels, appartements, maisons, etc. C'est deux mondes complètement distincts. Il y en a un qui n'a pas besoin de dette bancaire, d'autres qui ont besoin de financement, forcément. Et je pense que toi, tu as dû le voir, hein, tout ce qui est résidentiel aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu des affaires qui ont dû sauter parce que ton client acheteur n'avait pas le financement qu'il escomptait avoir. Parce qu'avec BAL 3, ça devient très difficile de financer. Donc, je pense qu'on a pris des mesures avec BAL 3 qui rendent encore plus dur pour le privé et le commun des mortels d'acheter des actifs immobiliers. Mais on pourrait envisager le monde de l'investissement de rendement institutionnel, hein, donc ça veut dire effectivement peut-être 10 millions et plus ou 8 millions et plus, qui s'écroule plus ou qui s'écroule tout simplement, et puis le monde de l'investissement immobilier ou de l'immobilier général, hein, qui est plus résidence principale ou alors résidence secondaire ou même bien de rendement, mais pour une personne privée, des appartements et des maisons qui restent stables. Genre, on pourrait imaginer une divergence complète entre l'évolution des deux marchés. Je pense qu'à mon avis, c'est possible, mais on le voit déjà aujourd'hui. Hein, comme je te le disais, quand tu vends des immeubles à 3, 4, 3, 5 de rendement, alors certes, c'est du centre-ville, mais quand tu vas acheter des immeubles qui sont plus petits et qui sont à moins de 7 millions, tu vois que tu peux les acheter à 4,5 aujourd'hui. Donc, il y a quand même une grande différence et on le voit tout de suite sur le marché. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand le marché augmente, mes clients privés, s'ils veulent acheter maintenant parce qu'ils ont des capitaux, chacun a des capitaux à différents moments. Des fois, c'est le moment opportun, des fois, c'est moins le moment opportun. Mais l'argent est quand même là, il faut le placer à un moment. Et donc, j'orienterai mes clients plutôt sur des petits immeubles, quitte à après, tu sais, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les fonds aujourd'hui ont un besoin d'investir ces capitaux. Donc, à un moment, tu peux imaginer, pour tirer la plus grosse valeur possible de ce petit immeuble qui ne rentrerait pas dans le spectre, de faire un portefeuille d'immeubles que tu mets à la vente, avec 2 gros actifs à 12, 13, 14 millions chacun, et puis mettre l'immeuble plus petit qui est hors spectre du fonds pour aller vendre au taux de cap que ces gros immeubles à plus de 8 millions ont. Donc ça, c'est une idée, on va dire, parmi tant d'autres pour réussir aujourd'hui. Mais voilà. Il faut déjà monter ce portefeuille. Il faut déjà le monter, ce portefeuille. Dans les fonds qui sont levés par les fonds, ouais. Les capitaux qui sont levés, est-ce que tu sais dire à peu près la proportion des capitaux qui sont utilisés pour rénover le parc existant ou bien pour les rénovations énergétiques, etc. Et puis ce qui est utilisé pour acheter, c'est difficile à... C'est difficile à chiffrer. Disons que les rentrées de loyer... En fait, comme il y a déjà de l'investissement, les entrées de loyer servent souvent à faire des capex. Donc, en fait, l'argent des entrées locatives part généralement pour les capex. Donc, les fonds qui sont levés, c'est moins pour de la rénovation et plus pour de l'acquisition aujourd'hui, à mon avis. Ok. C'est plus comme ça que je vois les choses. Ah, quand même, ouais. Et donc, donc il faudra construire, hein, parce que ça se lève beaucoup. On n'a pas battu le record en 2025 de levée de fonds. Si, on a battu, il me semble. J'ai vu ça quelque part, mais je ne sais pas où. Ah, moi j'ai vu ça. C'est peut-être toi qui l'as dit quelque part. C'est possible. Ça. Non, en tout cas, je l'ai vu. Mais parce que je dis battu, c'est pas juste battu. C'était genre 2 fois plus que ce qu'on a fait dans les années précédentes. Un truc du genre 9 milliards de fonds levés. Enfin, c'était vraiment très très important. Et je me rappelle pas parce qu'il me semble que la moyenne à peu près c'est 4 milliards et demi par année. Ok. À peu près, il me semble, ce que les fonds lèvent. Mais je sais pas. Et à mon avis, ça compte. Du coup, c'est les fonds qui sont non cotés. Je sais pas. Je suis pas sûr. À voir, faudrait contrôler effectivement cette information. On vérifiera après. Ouais, effectivement. Et donc, je rebondis peut-être sur l'institutionnalisation du marché immobilier. C'est quelque chose qui est là depuis et puis qui se développe depuis à peu près les années 2000 en soi. Hein. Parce que les fonds, historiquement, il n'y en avait pas tellement avant. Non, tu avais les banques, UBS, BCV, toutes ces grandes banques qui avaient leurs fonds pour placer l'argent de leurs clients. Mais c'est vrai qu'il y avait moins de privés qui lançaient des fonds. Ça, c'est sûr, ouais. Et d'ailleurs, tu sais, petite question qui n'a rien à voir, mais un fonds immobilier coté peut acheter de l'immobilier résidentiel? Bien sûr, ouais, pour moi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais te donner un exemple. Si tu prends Rothschild, EDR, aujourd'hui, ils sont cotés et ils achètent du résidentiel, bien sûr. Ça te permet de passer à côté de la LFAI si c'était ça ta question. Ouais, c'est là où tu l'aurais dire. Ça, je trouve fou à part ça. Tu vois, ça, je trouve assez injuste. Parce que si toi, à titre privé, tu vas acheter, même avec une SARL, que tu crées, qui n'a rien dedans, et tu vas acheter un appartement en Valais, ou n'importe où, mais en Valais particulièrement, c'est assez compliqué là-bas, on va te mettre à poil, quoi. Ah, mais complet. C'est-à-dire, on va dire, t'es né où, t'as fait quoi, ton argent il vient d'où, c'est quoi cette SARL, pourquoi une SARL, et je trouve fou qu'un fonds coté puisse investir dans
Même un fonds de placement contractuel. Un fonds de placement contractuel peut lever des capitaux qui sont étrangers et acheter du résidentiel. À une certaine hauteur. Mais c'est À une là certaine où- hauteur, à une ouais, certaine ouais. hauteur. Mais c'est quand même assez intéressant, non? Mais après, quand c'est coté, tu maîtrises plus ça. Tu maîtrises plus. Tu dois signer sur l'honneur que tes actionnaires qui sont derrière sont suisses. Mais bon, honnêtement, c'est pas l'idée d'aller là-dedans, mais je trouve que c'est assez injuste, comme tu le dis. C'est très, très injuste. Ouais, ça, je trouve hallucinant. Je sais pas comment on en est arrivé là. Parce que typiquement, pardon, excuse-moi, c'est un fonds de placement contractuel, sera ta direction de fonds qui sera propriétaire. Donc toi, ton investisseur, il a une créance contre la direction de fonds. Donc en fait, c'est pour ça que un fonds de placement contractuel, les investisseurs peuvent être propriétaires de biens résidentiels parce que de facto, c'est la direction de fonds qui est propriétaire des immeubles. Et donc, dans la direction de fonds, il faut que l'actionnaire soit évidemment suisse. C'est ce qui permet de pouvoir rentrer dans des immeubles résidentiels avec des étrangers. Ouais, mais si toi, tu le fais avec une SA, Oui. tu fais une SA, puis tu as t'as on ne sait pas quel pourcentage de capital tu as, tu peux pas lever des fonds étrangers pour acheter en Suisse. On m'a demandé d'où viennent ces fonds. Ah oui, clairement. Donc toi, on va te demander d'où viennent ces fonds. Et donc je trouve fou qu'on puisse passer outre ces complications qu'on a à titre privé pour des petits investisseurs. C'est clair. Pour des volumes d'investissement dans du résidentiel, je trouve qu'il y a deux vitesses, quoi. Il y a deux marchés de vitesse. Exactement. Les lois sont pas les mêmes pour tout le monde. Enfin bon, après c'est un vaste débat. On prendrait pendant des heures, je pense. Je vais pas modifier la LFIE. Non. Mais peut-être pour revenir sur la titrisation, un truc qui m'avait très surpris moi en tant que valaisan, c'était le PAV. Quand à Genève vous avez voté pour l'introduction de plus de PPE. La volonté, c'est quoi à Genève? Il y a quand même une phobie de la propriété individuelle ou comment on vote non à ça? Honnêtement, je comprends pas comment on peut voter non à ça. Voilà. Peut-être des appartements au prix valaisan à Genève. Ah non, mais je sais. Je veux dire, c'est un truc de malade. Donc honnêtement, je comprends pas trop comment on peut voter non. Je pense qu'effectivement, construire à Genève, c'est important. Quand on voit la pénurie de logements qu'il y a, je crois qu'on est à 0,34, 0,44 de taux de vacances. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Donc, à un moment, il faut construire, il faut louer. Mais je pense que les gens deviennent propriétaires, c'est aussi une très bonne chose. J'ai des clients qui ont... Je te dis, aujourd'hui, c'est une folie. À Genève, j'ai des clients qui ne peuvent pas vendre leurs appartements. C'est-à-dire que j'ai un client qui va acheter à 11 000 francs du mètre carré un appartement au Paquis. Le prix est plutôt correct, sauf que tu as la LDTR qui va te tomber dessus et qui va te dire non, ce prix n'est pas le prix, il faut le vendre à 8 000 francs du mètre carré. Donc, du coup, ton client locataire, tu lui vends à un bon prix, mais le département te dit qu'il faut le vendre à 8 000 balles du mètre carré. Donc, de facto, tu te retrouves un appartement que tu ne peux pas vendre et tu empêches quelqu'un qui a envie, qui a la volonté d'acheter un appartement. Et là, je trouve que à quel moment on se retrouve dans ce monde-là, quand même? C'est assez compliqué, non? C'est un truc de fou. La vente se fait jamais. Donc, la vente se fait jamais. Tu l'as signé chez le notaire, mais tu as besoin de l'autorisation de la LDTR et malheureusement, elle passe pas. Mais parce qu'elle fixe le prix? Elle fixe le prix, exactement. Mais ça, c'est comme pour les nouvelles constructions, pour les zones de DAV. Ah, pour les zones de développement? Ouais. Ok. Parce que ça, c'est quoi? C'est un exemple comme ça vient d'où? Enfin, j'arrive pas à voir dans la LDTR. Où est-ce qu'on... Dans quel cas est-ce que le prix est fixé comme ça? Dans quel cas? Alors, c'est un cas assez spécifique. C'est un cas en fait, où à l'époque, il y avait un propriétaire qui avait des immeubles locatifs, où il avait créé une société. Il avait fait rentrer des actionnaires dedans au pourcentage de la PPE qu'il voulait construire. Okay. Il a fait rentrer l'immeuble dans la SA. Il a liquidé la SA pour en fait passer un immeuble complètement de rendement et le casser et l'exploser pour que les gens deviennent propriétaires grâce à la liquidation. Donc en fait, ces appartements étaient source d'un litige, on va pas se mentir. Ah, okay. Et c'est ce qui a fait que ces appartements, peut-être qu'ils étaient plus regardants par rapport à ça, parce que le propriétaire qui avait fait ça à l'époque avait acheté en rendement. Quand tu vends un prix au mètre carré, tu le sais comme moi, c'est très avantageux. Même si tu le vends à 5 ou 6 000 francs du mètre carré, tu l'as acquis en rendement à l'époque dans les années 2000 à 2005, 3 000 balles, 4 000 balles du mètre carré que tu as vendu à 6 ou 7 000. Donc tu vois, à partir de ce moment-là, c'est là où ils se sont dit, bon, le propriétaire s'est déjà gavé, donc on empêche tous les appartements qui n'ont pas été vendus à l'époque de pouvoir les liquider. Ok, d'accord, ouais. Ouais, alors je vois, bon. C'est un cas spécifique. C'est un cas un peu spécifique. Ouais, c'est un cas spécifique. C'est sûr. Est-ce que tu sais où on est je vais deux questions encore. La première, c'est parce que tu as parlé de pénurie de logement et c'est assez intéressant. Pour Genève ayant une régie, est-ce que tu sais ce que c'est le nombre de dossiers moyens que vous recevez à chaque fois que vous commercialisez un appartement? Déjà, est-ce que vous commercialisez les appartements ou pas? Oui, on commercialise. Oui, obligatoire, on commercialise systématiquement. Oui, bien sûr. On commercialise, on le met sur notre plateforme. On a des biens qui sont plus durs à louer. Donc, on va dire tout ce qui est au-dessus du 7 pièces, c'est plus difficile parce que ça devient exactement, c'est ce qui est le plus luxueux. Et là, tu vois, à partir du 8 pièces, tu n'as plus de pénurie. Donc, tu n'auras même pas besoin d'avoir un avis de fixation
parce que c'est considéré comme du logement de luxe. Donc, tu n'as plus l'avis de fixation qui est obligatoire. Pour un studio, je te dis que tu dois avoir 40 demandes de visite par studio et tu reçois 25 dossiers en quelques jours. Donc, ça va très, très vite. Après, tu vois que s'il y a peu de demandes sur un bien, c'est que le propriétaire est trop gourmand et que le bien est hors marché. Et même comme ça, tu trouves des preneurs la plupart du temps. Donc, c'est là où tu te rends compte, même toi, et puis je suis quelqu'un qui est quand même assez connu pour être plutôt du spectre un peu plus agressif sur les prix, parce que le but, c'est de valoriser les actifs. Alors, il ne faut pas non plus saigner les gens, mais je suis dans juste, mais sur la fourchette un peu plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, à ce moment-là, quand tu vois que ça se joue quand même, alors il y a plus de vacances, tu as quand même 3-4 semaines, mais ça se reloue. Et ça, c'est quand même signe que le marché est vraiment, vraiment trop tendu et tu frustres les gens. Parce qu'ils viennent, ils te supplient, ils t'envoient des lettres où ils te disent c'est pour leur famille, s'ils en ont vraiment besoin. Enfin, tu vois, et tu as envie de donner un appartement à tout le monde. Mais bon, quand tu as 0,34 d'appartements vacants, tu t'imagines le peu d'appartements que ça fait. Non, mais c'est C'est qu'il n'y a pas de pénurie en fait. Ça fait un appartement sur 200. C'est le temps exactement. C'est le temps que un locataire sorte et re-rentre il y a quelques jours. C'est libre. Enfin, c'est ça quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la plupart du temps, tu sais, il y a une demande de résiliation de bail. Le locataire est tenu responsable jusqu'à son échéance contractuelle. Il va faire les visites de son côté pour trouver un repreneur. Puis c'est vraiment un travail qui est plutôt assez simple et ça va très vite. Donc même nous, la plupart des baux, ils vont être transférés quand il y a une location en place et donc ce sera le locataire qui va aussi approcher lui-même des candidats, et ce qui fait que ces biens n'arrivent pas sur le marché via nous, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas nous qui allons faire la publicité pour le locataire pour terminer le contrat, puisque de facto, lui, il a une obligation contractuelle et s'il veut s'en dessaisir, il doit trouver un repreneur. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des biens qui passent même pas par notre régie, parce que le locataire nous aura pas payé les frais de publicité pour qu'on fasse les visites pour lui. Tu vois, donc il y a effectivement des biens qu'on commercialise pas parce qu'il y a une location en cours. Ça, faut pas se mentir. Ok. J'ai un membre de l'équipe ici au bureau qui vient d'Espagne. Ok. Et puis qui m'a dit, il a halluciné parce qu'il a vu des gens qui envoyaient des lettres de motivation pour un appartement. Il me disait, comment c'est possible pourquoi c'est le locataire qui envoie une lettre de motivation pour pouvoir avoir la chance de pouvoir prendre un appartement? Et puis je lui dis, mais tu sais, à Genève, moi j'ai reçu d'acheteurs en vente, des lettres de motivation d'acheteurs parce qu'ils suppliaient de pouvoir acheter, quoi. Et je dis, putain, mais quand tu arrives dans une situation pareille, pour la location déjà c'est grave. Mais bon, à Genève, je pense que c'est comme ça depuis toujours. Ouais. mais même pour la vente, quoi. Mais ça, c'est empiré. Je pense que c'est là depuis toujours, mais à mon avis, en tout cas, j'avais un souvenir en tête au moment où je passais le brevet qu'on était à du style 0,55 de taux de vacances à Genève et j'ai l'impression qu'on est en dessous de 0,4. Ce qui est déjà... Ouais, là, c'est en dessous de toute façon, on est en pénurie. On a 1,5%, on les a atteints depuis très longtemps. Donc, effectivement, depuis toujours, on est en pénurie. Mais comment on arrive dans cette situation? On ne construit pas assez. Je pense que la LAT n'est pas alignée avec les besoins de la population. Elle doit être révisée d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un alignement pour qu'on puisse arriver à corriger ça. En tant qu'investisseur, il n'y a pas de risque. C'est pour ça que les investisseurs rentrent. Tu sais que tu as un logement à Genève, il va être loué. Donc, tu as aussi ce facteur-là. Mais si on arrive à 1% de taux de vacances, ça ferait du bien à tout le monde et ça garderait la qualité des investissements des gens qui ont investi. Donc, je pense qu'à un moment, il faut construire plus et on ne construit pas assez vite, malheureusement. Il y a trop de départements qui ne se mettent pas d'accord et je vais te donner un exemple qui sort un peu du contexte. On te dit que tu dois atteindre un certain IDC, donc un indice de déperdition de chaleur pour ceux qui ne comprennent pas, enfin, qui ne connaissent pas plutôt, pour 2031, pour 2050. Donc, on a des immeubles qui ne sont pas aux normes. On explique à nos clients qu'il faut investir, que voilà, aujourd'hui, il y a des subventions pour certains postes. Comme les fenêtres à l'époque, il y avait des subventions, maintenant il n'y en a plus. Et donc, il faut prendre ces subventions tant qu'il est encore temps. On ne sait pas s'il y aura des amendes administratives plus tard, mais donc on veut faire les travaux. Donc, on va déposer une autorisation pour faire les travaux. Et puis, tu as plusieurs départements qui ne seront pas d'accord. Tu vas avoir le SEN qui va te dire « Ah non, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça sur l'immeuble pour X ou Y raison. » Puis de l'autre côté, on te demande quand même d'améliorer le confort thermique de l'immeuble, mais pour atteindre les normes, quand tu as des immeubles classés, tu fais comment? Tu fais comment? C'est-à-dire que tu as 9 départements qui vont te dire oui, et puis un qui te dit non. C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Tu vas te prendre une amende administrative alors que c'est l'État qui ne te laisse pas faire le nécessaire. Et on en est là. On en est là. Il faudrait qu'il y ait une discussion, il faudrait qu'il y ait un dialogue. Et malheureusement, tous ces départements différents que je ne citerai pas, il faudrait qu'à un moment, ils se mettent d'accord pour nous aider aussi, nos propriétaires, nos régies, à pouvoir prendre ce pli énergétique. Parce que c'est vraiment un enjeu de taille aujourd'hui. Je veux dire, on a une responsabilité environnementale, sociale, et on doit faire le nécessaire pour le monde de demain, pour nos enfants. J'ai une petite fille, je vais lui donner un monde qui est magnifique, le plus beau possible. Et on essaie de le faire parce que c'est vrai que le monde de l'immobilier est très énergivore. Je pense que ça doit être 30 ou 35% des déperditions de CO2 en Suisse. Donc aujourd'hui, on a un travail, on a une responsabilité. Et en tant que privé, on l'a, mais les personnes qui travaillent à l'État l'ont tout autant. Et il faudrait qu'on arrive à trouver des consortiums pour se mettre d'accord parce qu'on veut faire le nécessaire, mais il faut qu'ils nous aident aussi
à pouvoir atteindre ces objectifs qui nous fixent si gentiment. Et les capitaux sont prêts aussi à être investis. Les capitaux sont prêts. Les capitaux sont prêts et voilà, c'est vraiment un dialogue. Alors heureusement, c'est pas dans tous les cas, on se retrouve bloqué entre deux départements, mais c'est quand même assez systématique et ça arrive quand même, ça arrive énormément, on va pas se mentir. Ouais, beaucoup trop souvent. Beaucoup, beaucoup trop souvent. On a vu là récemment d'ailleurs, il y a eu un article dans le journal d'un propriétaire suisse-allemand Oui. qui a résilié une 135 certaine baux. quantité de, certaine quantité de baux. C'est quoi en Suisse alémanique, ça se fait différemment de la Suisse romande ou Écoute, comment ça se passe comment on fait alors en tant que régie ou tu vois en recommandation aux propriétaires, comment tu fais dans un cas comme ça? alors honnêtement, heureusement que ça n'est pas arrivé chez nous. Ouais. Moi déjà, je refuserais d'envoyer ces résiliations. Pour être tout à fait honnête, Ah oui. j'expliquerai aux clients que voilà, aujourd'hui, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose où je suis pas à l'aise. Il y a beaucoup de baux avec des personnes âgées qui sont dedans. Je veux dire, une personne qui est âgée, qui a 80 ans, 85 ans, qui a vécu toute sa vie dans ce logement, qui paye 800 francs, comment tu la reloges? Comment tu la reloges? À l'époque, enfin voilà, c'est très difficile. Puis je veux dire, au niveau de mon karma, je me sentirais pas à l'aise de faire ça. Au niveau réputationnel, je trouve que c'est compliqué. Alors, je juge pas la régie qui a fait ça. Mais personnellement, en tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose que j'aurais refusé. Je défends effectivement mes clients propriétaires. Mais à un moment, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu exagéré comme méthode de faire. Et puis, ça met une très mauvaise image sur le marché immobilier, sur les régies, sur les propriétaires. On en a déjà bien assez et ça aide pas notre image. Je passe tout mon temps à essayer de corriger ça. Et quand je vois ça dans la presse, ça me rend fou. Mais c'est comme un cas où j'ai des clients qui veulent résilier un appartement d'une personne de 90 ans. J'explique que voilà, malheureusement, avec ma gestion, soit on termine notre contrat de gestion, mais je ne peux pas suivre la procédure. Je vais déconseiller à mort de ne pas le faire. Mais si la personne veut aller où, peu importe la raison, elle est sûrement justifiée. Mais je ne peux pas mettre quelqu'un dehors qui a 90 ans ou qui a 85 ans. Qui a 80 ans, on a tous des grands-parents et je trouve que chacun mérite d'avoir une dignité et de pouvoir vivre dans un cadre confortable. Et généralement, ces personnes-là, ils ont des loyers pas chers et ils sont là depuis très longtemps et ils ont passé toute leur vie dedans. Et tu sais, la mort, elle peut arriver très rapidement après quand tu changes de cadre comme ça et je me sens pas à l'aise de faire ce genre de pratique en tout cas. Mais tu fais comment alors quand tu as 135 baux? Parce que à la fin de la journée, tu dois quand même rénover ton immeuble. Oui. Et puis je veux dire, si t'attends que tout le monde décède dans l'immeuble, t'arriveras pas, mais tu peux pas. T'arrives pas, c'est-à-dire que quoi, les appartements, tu les reloues jamais, et t'attends les 40 ans qui passent devant toi, mais tu peux pas attendre 40 ans parce que tu dois respecter les IDC pour les objectifs 2031, 2040, 2050. Exact. C'est quoi? Écoute, moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Honnêtement, je pense qu'il y a des travaux énergétiques que tu peux déjà entreprendre pour corriger un peu les choses. J'ai pas regardé tout l'article, je connais pas exactement les tenants aboutissants, je sais pas si les immeubles sont protégés, si tu peux que l'isoler par l'intérieur. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais je veux dire. Vu l'emplacement, c'est sûr qu'ils sont protégés. Voilà. Alors, c'est sûrement. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Tu peux isoler les caves, refaire la toiture. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire pour baisser ton IDC. Tu peux éteindre les radiateurs dans les zones communes en bas, ça baisse ta surface de référence énergétique. Ça aidera ton IDC. Tu peux mettre le système Eno ou des systèmes comme Muller Energy a fait pour contrôler les chaufferies, contrôler les vannes thermostatiques. Juste ça. Tu sais, à chaque degré en chaufferie, on nous l'a appris au brevet, c'est 7% de consommation en moins. Donc, si tu es chauffé à 23 et que tu as des sondes qui sont connectées à la météo et qui te chauffent à 21 tout le temps, tu perds déjà de 23 à 21, 14% de consommation. C'est énorme. Il y a plein de petites méthodes et j'ai peur. Et de nouveau, comme je te dis, je ne peux pas juger parce que je ne connais pas le cas précis, mais j'ai peur que ce soit des résiliations pour monter l'état locatif à un moment plus rapidement. Parce que oui, tu dois aller faire les travaux énergétiques, mais c'est rare les cas où on a besoin de résilier 135 baux. Nous, on est capable de faire des travaux énergétiques sans virer tout le monde de l'immeuble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je pense que j'ai peur que ce soit... soit... Après, tes loyers sont contrôlés. Après, tes loyers sont contrôlés, oui, bien sûr. Ils sont contrôlés. Au loyer LDTR. Ouais. Ou à l'ancien loyer, techniquement. Ouais, ok. C'est quand même compliqué. Hein. Sacrément à Genève, compliqué. c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué, mais ça rend notre métier aussi intéressant. Si c'était trop facile, tout le monde aura envie de le faire. Et... Là, personne ne veut le faire. Ouais. C'est magnifique. T'as vu pour nous. C'est clair. Peut-être un dernier mot sur l'état de la construction, hein, parce que je ne sais pas où ça en est à Genève aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu suis ou que tu peux voir, tu vois, en nombre de logements, les projets qui sont en cours, etc. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Je ne sais pas si la quantité de nouvelles constructions est en train de diminuer ou d'augmenter à Genève. Je ne sais pas où ça en est. Alors écoute, moi je ne suis pas beaucoup ces chiffres-là pour être honnête avec toi. Je suis moins un constructeur. Alors malgré le fait qu'on ait des architectes à l'interne, on fait plus de la surélévation à Genève. On est moins des promoteurs. Ça marche bien, ça? Hein, mais écoute, surélévation, ouais, ça marchait très bien. Notre service architecture s'appelait le service surélévation à l'époque, pour te dire. Ah ouais. Bon, maintenant, on a travaillé le parc et puis les immeubles qui ont du potentiel d'être surélevés, ça se fait de plus en plus rare quand même. Donc voilà, on conseille nos clients pour faire de la promotion et autres. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'avec tout ce qui se passe,
dans le quartier de la Praille, des Acacias et des Vernets, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être construites. Donc, je serais plutôt du côté de te dire qu'il y a beaucoup de constructions qui sont en train d'arriver et que ça va faire du bien au marché. Quand tu vois qu'il y a des tours de 150 mètres qui vont être construites, enfin, pas dire de bêtises, il y a 2 tours qui vont faire 150 mètres à Genève. Enfin, je sais pas si t'imagines le truc. On crée des logements et je pense que c'est une bonne chose et qu'on construit plus qu'avant. Ok. Ah, mais c'est bien, c'est plutôt positif. Ouais. C'est plutôt positif. Et l'influence de la conjoncture internationale, on a quand même parlé de ça avant, Oui. en off, mais en gros, avec l'élection de Donald Trump, ça a quand même jeté un petit peu d'incertitude sur les ONG, hein, donc les expats à Genève. Le marché immobilier genevois, c'est un peu stagné en 2025. C'est quoi un peu les prévisions pour 2026 ? Comment les gens sentent le marché à Genève ? Les gens avaient peur, très clairement, quand tu as les Nations Unies qui sont là, que Donald Trump ne veut plus faire partie des Nations Unies, alors que tu as tellement d'emplois qui sont créés, Ouais. toutes ces ONG. On a une peur, maintenant, c'est ce que j'ai expliqué un peu à mes clients, parce que c'est une véritable inquiétude, surtout sur les privés. C'est de leur expliquer, oui, mais bon, on a tellement peu de taux de vacances que si à un moment, tu as des ONG qui partent, on va pas passer à 5%. On va pas venir dans un cas comme le Valais, pour un Valaisan. Oh, ça, c'était dur, ça. J'adore le Valais. Et je t'apprécie beaucoup aussi, Et tu le sais. on est en dessous on est en pénurie en Valais. Hein. Vous êtes en pénurie? Mais bien sûr. Dépendant des zones plutôt, non? On est à 1,2, 1,3. Ouais. Ah, magnifique. Ah, si, on c'est en dessous de 1. Montaigne, c'est en dessous voilà. de 1. Non, mais. Enfin, elle était gratuite. Hein. C'était gratuit. Non, mais disons qu'aujourd'hui, je suis pas très inquiet. On a une tellement grande marge de manœuvre que si c'est moins stressé, ce sera mieux pour les personnes qui travaillent sur place. Donc, ça peut pas faire de mal. Je pense que la Genève internationale, par contre, c'est dommage de la perdre. On a une ville qui se ralentit, qui meurt de plus en plus, moins d'activités qui sont organisées, moins d'événements. Les gens sortent plus manger au restaurant ou moins sortir au restaurant. Enfin, je veux dire, on a tellement de lois qui ont été mises en place et qui ralentissent la croissance de notre ville qu'en tant que bon Genevois, je trouve dommage. Et j'espère que la politique changera parce qu'on en a vraiment besoin. Ouais, puis vous avez surtout besoin d'un tunnel entre rive gauche et rive droite. Ah, s'il te plaît. T'as pas des gens à l'État que tu connais? Ça, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, ça réglerait tous les problèmes à Genève. Ah, mais... Enfin, une grosse partie du problème, quand même. Je t'ai dit, rive gauche, rive droite, pour aller au bureau, j'ai 28 minutes le matin pour faire 5 km. Je crois que ton collaborateur m'a dit qu'il faisait les 35 km le même temps que je fais pour aller au bureau et en faire 5. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah, magnifique. Merci infiniment, Yann. Merci à toi de m'avoir invité. Plaisir partagé. Et bonne chance pour la suite. Merci.